Alors, bienvenue au corrigé de l'exercice 3, probatoire DTI de physique, session 2020, Cameroun. La première vidéo qui a été faite était une compilation des deux premiers exercices. Donc ça, c'est la deuxième vidéo concernant le corrigé de l'épreuve de physique. Le lien se trouve juste en dessous pour la première vidéo. Alors, nous commençons l'exercice 3 de la partie A concernant l'évaluation des ressources. Exercice 3, vérification des acquis. 3.1. Capacité calorifique d'un système. Un système est constitué d'un vase en aluminium de masse 50 grammes, contenant 120 grammes de pétrole, de chaleur massique Cp égale à 2090 joules par Celsius par kilogramme. 3.1.1. La chaleur massique de l'aluminium est CaL égale à 24,4 joules par Celsius par mol. On demande d'exprimer CaL en joules par degré Celsius et puis par kilogramme. Voilà. Pour avoir CaL, nous connaissons déjà CaL, mais ce n'est pas dans l'unité dont on veut. CaL est en joules par degré Celsius et puis par mol. Donc pour avoir CaL dans cette unité, il suffira de prendre ceci et de diviser par la masse molaire atomique. Puisque en divisant par la masse molaire atomique, on aura le mol qui va intervenir et doit se simplifier. Et on aura le gramme également qui est converti en kilogramme va nous donner le kilogramme moins 1. Donc voilà. On aura donc comme ça CaL égale à 24,4 divisé par la masse molaire de l'aluminium. Voilà la relation qui permet de faire le calcul. On fait l'application numérique. On convertit la masse là en kilogrammes par mol. C'est-à-dire 27 fois 10 exposant moins 3. Ce qui nous permet donc d'avoir CaL égale 903,70, soit ce qui est sensiblement égal à 904 joules par degré Celsius et puis par kilogramme. Donc voilà ce que l'on obtient. Bien, nous passons à la question 3.1.2. Déterminer la capacité calorifique de ce système. Donc nous avons un système qui est constitué d'un vase en aluminium de masse 50 grammes et contenant 120 grammes de pétrole. Donc, la capacité calorifique du système sera donc égale à la capacité calorifique de l'aluminium plus la capacité calorifique du pétrole. La capacité calorifique à noter K. On aura alors K du système égale à KAL plus K du pétrole. Cela donnera la masse de AL fois la chaleur massique de l'aluminium plus la masse du pétrole fois la chaleur massique du pétrole. Et c'est tout. Application numérique. K est égal à la masse de AL, c'est 50, donc ça fait 0,050 fois sa chaleur massique que nous venons de trouver, 904, plus masse du pétrole, 120, c'est-à-dire 0,120 kg, on convertit en kg, fois Cp, Cp c'est 2090. On trouve 296 joules par degré. C'est donc tout pour la première partie de cet exercice, la partie 3.1. Il nous reste la partie 3.2 sur les défauts de l'œil et la partie 3.3 sur les générateurs. Donc nous passons à la partie 2.2, défaut de l'œil. Un œil myope a son ponton remoton PR situé à 17 cm et son ponton proximum PP à 12 cm. 3.2. 1. Déterminer la distance DM, distance maximale de vision distincte où ce myope peut distinguer correctement les objets. Alors ici, pour répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance maximale de vision distincte. Il s'agit, n'est-ce pas, de la distance qui sépare le centre optique du cristallin du PR.
c'est-à-dire du quantum remotum. Donc, dm est la distance qui sépare le centre optique du cristallin du PR, soit dm égale donc à 17 cm. C'est tout pour la question 3.2.1. 3.2.2. Déterminer la vergence de la lentille correctrice de contact pour permettre à cet œil de voir nettement les objets très éloignés. Alors, on sait que un œil myope est un œil qui voit généralement les objets éloignés flous. Et pour corriger un tel œil myope, on accole à cet œil des verres à lentilles divergentes de distance focale égale à moins grand dm. Voilà ce qu'il faut connaître pour pouvoir répondre à cette question. Donc, on accole. Donc, je relis. On accole à l'œil myope pour sa correction des verres à lentilles divergentes de distance focale pour f' égale à moins dm. Comme on veut la vergence, on aura donc C qui est égal à 1 sur OF', ce qui implique que si on remplace OF' par moins dm, on aura C égale donc à moins 1 sur dm. Application numérique, C nous donne tout simplement 1, on convertit dm en mètres, 0,17. Qui fait que C est égal à moins 5,88 dioptries. On peut arrondir à 5,9. Voilà pour la question 3.2.2. Et fin de la partie 3.2, défaut de l'œil. Là, c'est bon pour la deuxième partie. Nous passons à la dernière partie. Fonctionnement d'un générateur. 3.3. Une dynamo débite dans un circuit dont la résistance est ajustable. Pour chacun des réglages de la résistance, on relève la tension U aux bornes de ce générateur correspondant à l'intensité I du courant délivré. Vous avez le tableau qui comporte deux lignes, la ligne concernant les intensités et la ligne concernant les tensions. 0 pour I, 110 pour U, 4 pour I, 108, ainsi de suite jusqu'à 28 pour I et 96 pour U. On vous demande, ce générateur est-il idéal? Justifié. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un générateur idéal? Oui, il faut connaître ce que c'est qu'un générateur idéal pour pouvoir répondre correctement à cette question. Oui, toi tu as dit quoi? Qu'un générateur idéal, c'est un générateur pour lequel U est égal à E. Oui, c'est un générateur pour lequel U est égal à E. C'est-à-dire, la résistance interne est négligeable. Voilà ce que c'est qu'un générateur idéal. Alors, je relis rapidement. Un générateur est dit idéal si U est égal à E. Ça veut dire que U reste constant. La tension U reste constante tout au long du fonctionnement du générateur. Cependant, d'après notre tableau, on se rend compte que U n'est pas constant ici. U varie en fonction de I, d'où le générateur n'est donc pas idéal. Voilà comment répondre à cette question en se basant sur les données du tableau. Dernière question, 3.2. En utilisant le tableau ci-dessus, sans construire de graphe, déterminer la ferme E et la résistance interne R. C'est une preuve encore que la résistance n'est pas négligeable, puisque U varie en fonction de I. Donc le générateur n'est pas idéal. Pour déterminer E, c'est le point d'intersection entre le graphe et l'axe des ordonnées. Ça veut dire que lorsque j'ai mon graphe comme ça, ici c'est l'axe des I, ici c'est l'axe des tensions. Le graphe du générateur va comme ça. Ici donc on a U. Ici nous sommes à 0. Donc lorsque I est égal à 0, on a E. Et ça se voit dans le tableau. Donc pour I égale à 0, U est égal à 110 volts qui vaut E. C'est bon pour cette première sous-question, la détermination de E. Donc on va déterminer R. Pour déterminer R, nous allons prendre les valeurs extrêmes du tableau, c'est-à-dire 0, 110 et 28, 96 par exemple. On va directement calculer R comme ceci. R c'est delta U sur delta I. On va prendre grand moins petit pour delta U et pour delta I.
On va tout simplement prendre le plus grand, le U, les 110, moins 96, et pour les intensités, on va prendre 28 moins 0. Là, ça fait 14 sur 28. On trouve donc R égale à 0,5 ohms. Et là, nous mettons fin à cette vidéo. Fin de l'exercice 3. Ne quittez pas cette vidéo sans toutefois laisser un commentaire, sans lâcher un like. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Faites-le maintenant. Pour les autres vidéos, les liens se trouvent en dessous. Alors on se dit au revoir et à la prochaine.